grands entretiens. On retrouve Marie Cohen-Carichon. Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Et je vous propose aujourd'hui d'explorer des contrées qui, en apparence, sont hors du champ de recherche de l'historien, hors du champ de recherche même du scientifique. Je vais parler des contrées du surnaturel et on va parler plus précisément aujourd'hui du spiritisme. Alors, vous aurez envie de me demander que vient faire le spiritisme dans un podcast qui parle d'histoire. J'ai envie de vous poser la question dans l'autre sens. Peut-on laisser de côté une pratique, une science, une doctrine qui a été une réalité pour des hommes du passé, notamment au 19e siècle, et pour des sociétés qui nous ont précédés, même si, bien entendu, le spiritisme existe encore aujourd'hui. Alors, quand apparaît-il ? Qu'est-ce qu'il nous dit des sociétés dans lesquelles il se développe? Ces questions nous amènent indéniablement à des réflexions d'épistémologie. Est-ce que la science s'oppose au surnaturel? Et sinon, quelle science peut s'intéresser à l'invisible? Et je vous renvoie au numéro 88 du magazine Histoire et Civilisation qui consacre son dossier au paranormal, la face cachée du 19e siècle. Et je reçois aujourd'hui Philippe Charlier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un grand connaisseur de l'histoire du spiritisme, des croyances occultes, des rituels qui entourent la mort. Bref, un petit peu un spécialiste du surnaturel. Et votre parcours est à la confluence de plusieurs sciences qui vous permet d'avoir un regard pluriel sur ces réalités des rites, du spiritisme. Et vous êtes 3 fois docteur en médecine, en lettres, donc en sciences. Et aujourd'hui, vous me recevez au musée du Quai Branly, car vous êtes directeur du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly. Une première question, comment peut-on être médecin scientifique et fasciné par l'invisible? Est-ce que c'est pas antinomique ? Merci pour cette question qui pose d'emblée la question de la frontière entre la science et la crédulité. Moi, ce qui m'intéresse, ça n'est pas de savoir si les fantômes existent ou pas. Ça n'est pas de savoir si le spiritisme fait vraiment venir les esprits et interagir les humains, les vivants avec eux. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ensemble de tous les rituels qui les accompagnent. C'est pourquoi les gens ont envie d'y croire à une période ancienne et y croient toujours maintenant. C'est ça qui me fait me mouvoir sur le plan scientifique. C'est essayer de voir toute cette méthodologie qui a été mise en place de génération en génération pour essayer d'interagir peu ou prou, avec ce qu'on estime une survivance partielle ou totale de l'âme humaine. Et que ce soit dans des périodes anciennes ou toujours maintenant, et c'est pour ça que certaines de mes enquêtes, je les fais la nuit ou le jour dans des cimetières, qu'ils soient parisiens ou qu'ils soient extra-occidentaux. Alors, quels sont exactement vos différents objets d'étude ? Mes objets d'étude peuvent être autant des témoignages historiques ou littéraires, des manuscrits, par exemple le livre des tables de Victor Hugo, qui est un témoignage de premier plan sur ces pratiques rituelles autour de la mort, des esprits, qui peuvent être autant des esprits proches, sa famille, que des esprits très lointains. Je pense à des figures historiques de l'Antiquité grecque, romaine ou de la Renaissance, ou encore parfois des formes stylistiques, la mort, par exemple, qui peut apparaître. Ce peuvent être enfin des photographies, ce peuvent être des enregistrements scientifiques ou pseudo-scientifiques, notamment dans l'Institut de métapsychique internationale, qui est établi à Paris, pas très très loin de la gare de l'Est. Ce peuvent être également des restes archéologiques. Quand on visite un nécromanteion, une structure où normalement les pèlerins de l'Antiquité grecque se rendaient pour interagir avec les ombres de leur famille, et bien là aussi on est exactement d'une sorte de proto-spiritisme qui est plus ou moins organisé, plus ou moins factice d'ailleurs aussi, et plus ou moins lucratif même pour ceux qui ont l'organisation de telles structures. Donc tous les champs disciplinaires, à la fois des sciences humaines et des sciences fondamentales, sont recrutés pour faire cette autopsie des fantômes. Alors vous avez bien sûr écrit plusieurs ouvrages pour que le grand public ait connaissance de vos travaux, de vos méthodes. J'en citerai 2. Autopsie des fantômes, une histoire du surnaturel, qui est un livre qui est paru chez Talendier en 2021, et Comment faire l'amour avec un fantôme, anthropologie de l'invisible.
et ce livre est sorti aux éditions du Cerf. Alors, quelques questions de définition pour qu'on soit bien d'accord sur les sujets qu'on va aborder. Quelle est la différence entre occultisme et spiritisme ? L'occultisme, c'est l'ensemble des arts magiques, secrets et cachés. Par exemple, pratiquer de l'alchimie, médier par des esprits, par des puissances magiques, plutôt du côté de la noirceur. Là, on est dans des pratiques qu'on peut qualifier d'occultes. Le spiritisme, en revanche, peut se rapprocher d'un certain type d'occultisme, mais n'en constitue pas la majorité, bien au contraire. C'est le fait d'interagir avec les esprits, c'est-à-dire non pas simplement les fantômes, mais ce qui reste d'une partie ou de la totalité de l'âme après la mort, une fois qu'elle s'est séparée du corps. Ce peuvent être des revenants, ce peuvent être des poltergeists, ce peuvent être des mouvements désordonnés de la nature, qui peuvent être interprétés comme des actions, des agissements d'esprit, que le spiritisme permettra de transcrire dans un langage compréhensible. Venons-en au spiritisme. Le spiritisme, comme on l'entend aujourd'hui, naît aux États-Unis au XIXe siècle. Comment ? Eh bien, ce sont des sœurs, les sœurs Fox, qui, peu après la guerre de sécession, dans une maison, entendent des bruits sourds taper sur les murs. Du moins, c'est ce qu'elles disent. Et ces bruits sourds correspondent à peu près au code Morse, qui va être inventé d'ailleurs à peu près à la même période. Et elles vont essayer de transcrire ces bruits en quelque chose de réel. Elles vont interroger ces bruits ou l'esprit qui est derrière ces bruits en lui demandant « Qui es-tu ? Es-tu un homme ? Es-tu une femme ? D'où viens-tu ? De quelle période ?» Et cette sorte d'interaction avec le surnaturel, avec l'invisible, eh bien, va donner naissance à vraiment une sorte de proto-spiritisme. Elles vont en parler autour d'elles, notamment dans un milieu extrêmement protestant, assez intensément croyant, et ça va vraiment répondre à une attente. On est après la guerre de sécession, il y a eu beaucoup de disparitions dans les deux camps, il y a des morts, des mauvaises morts, et là c'est un moyen de communiquer avec ces disparus qui sont partis trop vite, partis mal également, et ça comble un vide. Alors elles vont faire florès, ça va les dépasser, leur maman va suivre ça, va l'incorporer à d'autres rituels, le spiritisme va prendre forme avec des tables tournantes, avec des vers bavards, avec des tables de Ouija également, avec des dessins spirites faits sur l'inspiration des esprits, et puis un petit peu plus tard, eh bien, elles vont avouer que tout ceci n'était qu'une vaste fumisterie, une supercherie, mais c'est trop tard, ça a déjà pris son envol, le spiritisme, et plus rien ne pourra l'arrêter. Est-ce que à ce moment-là, plusieurs scientifiques, notamment aux États-Unis, voient leur supercherie et vont les qualifier de charlatans, ou est-ce que la majorité de cette Amérique, que vous avez dit d'ailleurs, vous dites que le spiritisme est né dans un contexte protestant, va adhérer à ces croyances et à ces méthodes et à cet occultisme en partie? On va voir les deux courants de pensée. D'abord des scientifiques qui vont être complètement conquis par ce spiritisme et qui vont plonger dedans et même parfois s'y noyer, presque de folie, parce que ça obéit pour eux à un royaume du merveilleux, à ce que la science ne peut pas encore explorer. Et donc ils sont heureux d'être scientifiques le jour et spirites la nuit. C'est une sorte de dichotomie qui est assez bien présente. Et puis d'un autre côté, vous avez des scientifiques, mais également des magiciens, des hommes politiques, qui vont, eux, se rendre compte assez souvent que dans les manifestations spirites, c'est-à-dire dans l'action de médiums qui jouent le jeu d'intermédiaire entre les esprits et les humains, eh bien ces médiums, parfois, voire souvent, voire presque tout le temps, eh bien, vont utiliser des trucages, vont utiliser des subterfuges, et que ça ne veut pas dire que les esprits n'existent pas, ça ne veut pas dire que le spiritisme n'est pas une véritable entité quasiment élevée au rang de science parallèle par cette génération, mais ça veut dire que les médiums, en tout cas, trichent assez souvent à l'époque, et qu'ils risquent en fait de faire rejaillir une vision négative vis-à-vis du spiritisme. Ils mettent même en danger cette discipline par leur amoncellement de trucages plus ou moins gros. Comment le spiritisme arrive-t-il en France ?
Le spiritisme arrive en bateau, il porte encore le nom de spiritualisme. Et là, il va être découvert par un pédagogue qui s'appelle Allan Kardec, qui a son succès déjà comme pédagogue. Il établit un certain type de structure, d'enseignement, de prise en charge des jeunes enfants. Il a son petit succès. Notamment dans la région de Lyon, en Bourgogne et à Paris. Et lui va découvrir ça, il va devenir une sorte d'apôtre du spiritisme. Alors apôtre n'est pas le bon mot, et d'ailleurs il est plutôt détesté des spirites, et pourtant c'est la vérité. C'est-à-dire que Allan Kardec est un très mauvais spirit, un très mauvais médium. Il a pas le fluide, il n'arrive pas à entrer en communication, mais par contre c'est un très bon organisateur et versificateur, dans le sens où il va colliger énormément d'informations, et quand il va écrire le livre des spirites, le livre des médiums, tous ces livres établissent en fait une collection d'informations émanant des esprits, fournies par les médiums, sur la bonne façon de conduire une séance de spiritisme, mais également sur ce qu'est la vérité du monde, bien plus complexe que ce que nos sens et nos yeux ne peuvent percevoir. Qu'est-ce qui se passe derrière ce rideau de fumée qu'est la mort? Quelle est l'interaction que peuvent avoir les défunts sous la forme d'esprit, de périsprit, de matérialisation avec nous, la communauté des vivants? Mais nous sommes également les futurs morts et les futurs esprits. Cette communication avec les esprits, avec les morts que vous décrivez, était-elle présente alors en Occident ou dans d'autres aires géographiques avant, par exemple, l'affaire des sœurs Fox? Oui, cette communication avec les esprits, elle était déjà présente au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge et la toute fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, a été une période, un âge d'or, si on peut dire, pour les fantômes et également pour les revenants. On dispose de pas mal de témoignages historiques, d'archives également, qui nous décrivent tantôt des poltergeists, tantôt des tables tournantes, tantôt des esprits facétieux qui se font connaître, notamment dans des monastères. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, les étiqueter est difficile. On met tantôt le mot de diable ou diablotin ou démon, tantôt le mot d'esprit, tantôt de lame de feu. Voilà, rien n'est extrêmement codifié. On retrouve ça autant en Occident, comme je viens de le dire, que dans les mondes extra-occidentaux. Prenons pour exemple une robe comme celle qui est juste derrière vous au moment où on parle. Non, rassurez-vous, elle ne bouge pas, mais c'est une robe dont on dit dans le vaudou béninois qu'elle s'anime. C'est une robe d'Egungun, et dans le vaudou du Bénin, et principalement la communauté Yoruba qui est à la frontière avec le Nigeria, eh bien cette robe a la faculté d'être pénétrée par un esprit et de bouger, et surtout de vaticiner, c'est-à-dire de dire dans la langue des ancêtres, le Yoruba, toutes les vérités sur la vie, la mort, sur ce qu'on a caché sur sa propre existence, sur ce qui va se passer plus tard, sur la réalité de sa naissance, etc. Même chose également en Extrême-Orient, cette fois-ci, par exemple au Japon, quand on assiste à une représentation de théâtre No, donc vous avez un masque ici de l'autre côté de cette pile de livres, ces masques blancs, le masque de Zo-Onna, qui est la jeune fille, mais qu'on appelle également la vieille, parce qu'elle a tellement vu, tellement vécu, malgré son jeune âge, qu'elle a énormément vieilli, et elle est vieille en fait, et sage par définition de toute cette connaissance et de tous ces traumatismes malheureusement qu'elle a vécu. Eh bien c'est le visage d'un fantôme, et la représentation de théâtre No, c'est la répétition sans arrêt du même cycle légendaire pour essayer d'apaiser au fur et à mesure l'âme courroucée de ce fantôme, d'une femme assez souvent, qui est morte de façon prématurée. Et on peut même également interagir avec ces fantômes sous la forme de grandes peintures qu'on appelle des yuraiga. Et les yuraiga représentent un yurei, une femme fantôme. Elle est peinte sur la toile, et quand on organise une veillée en 100 bougies, quand on raconte 100 histoires en une nuit, en éteignant à chaque histoire une bougie, et bien lorsque la dernière bougie s'éteint et que l'obscurité se fait, le fantôme sort de la toile, et là, eh bien, on peut faire tout ce qu'on veut avec lui. Le seul danger, c'est qu'un fantôme ne repart jamais seul. Et donc, il y aura forcément un homme qui a interpellé ce fantôme, qui mourra avec elle au moment où elle rejoindra la toile. Vous nous décrivez des fantômes, mais vous m'avez pas du tout parlé de l'un seul. Et les fantômes que vous montrez ne ressemblent pas du tout à des personnages sous des draps blancs. Notre vision des fantômes est fausse? Elle n'est pas fausse, elle est codifiée par la façon avec laquelle on enterre nos morts. Le yurei dont je viens de vous parler, elle est revêtue par un grand drap blanc. Et comme vous l'avez très justement dit, c'est pas un drap de lit,
c'est un linceul en l'occurrence. C'est le drap dans lequel on entoure les morts. C'est le linceul qu'on retrouve également dans les fantômes d'Écosse, du fantôme de Canterville ou d'autres contes pour enfants, mais que les adultes évidemment adorent lire toujours. Le noir n'a pas toujours été la couleur de la mort, c'était le blanc en effet qui était la couleur de la mort auparavant, et puis il peut y avoir également des taches de sang à la surface, il peut y avoir des déchirures, parce que c'est le mort qui essaye de déchirer son linceul pour ressortir de son tombeau et venir hanter les vivants. Mais c'est aussi une façon de montrer que le linceul est déchiré, parce que c'est le passage du temps, c'est l'usure, c'est la décrépitude à la fois de l'homme, mais également de toutes ses productions manufacturées. Et puis la mort dans le Bénin, dans les Egungun dont je vous ai parlé, regardez le tissu qui est derrière vous, il est rouge, il est ocre, il y a des petits coris qui sont attachés dessus, il y a des soieries, c'est un tissu de richesse. Et dans ce contexte-là, la sortie des morts, la sortie des esprits est une fête. La mort est une fête. Vous dites dans l'un de vos ouvrages, Autopsie des fantômes, que, je vous cite, les protestants ne sont pas supposés croire aux fantômes car c'était pour eux une tromperie catholique. À cette période-là, je schématise grossièrement, bien entendu, mais l'Europe se sépare entre les catholiques et les protestants. Quelle est la différence de perception des fantômes, des revenants, entre ces deux religions, notamment depuis le XVIe siècle ? Alors, plaçons-nous... Oui, au XVIe siècle, plaçons-nous surtout dans une période charnière qui est celle du cartésianisme. Descartes meurt à Stockholm en 1650. Il a défini l'homme comme étant un animal-machine, et à son décès, quasiment la secte, si on peut dire, qui l'entoure, au sens noble du mot secte, bien sûr, au sens antique ou extrêmement oriental, les suiveurs d'une pensée philosophique, les cartésiens, comme on les appelle déjà, eux, sont dans cette mouvance, qui fait beaucoup de mal à l'Église catholique et romaine, mais également un peu l'Église protestante, parce qu'on considère que l'homme, certes, est une création divine, mais que la machine humaine est une machine mécanique qui peut tout à fait s'affranchir pendant un très longtemps d'une mise en route et d'une action et d'une protection divine. Et du coup, lorsque les fantômes apparaissent, lorsqu'il y a cette résurgence des fantômes, l'Église en est presque contente, parce que c'est la preuve. S'il y a des fantômes, c'est que les âmes sont bloquées au purgatoire, c'est donc qu'il y a un paradis et un enfer, c'est donc qu'on est au-delà de la machine, et qu'un mort n'est pas une poupée cassée ou un jouet cassé ou un robot, comme on les appellera un peu plus tard. Et donc du coup, ça aide l'Église, sauf jusqu'à ce moment important où, eh bien, le spiritisme commence à prendre trop d'importance, commence à s'ériger, à recruter trop de fidèles, commence à devenir presque une sorte de concurrence pour l'Église. Et là, l'Église commence à se rendre compte que non, elle ne peut plus jouer le rôle et le jeu du spiritisme, et on se met à organiser des autodafés, à brûler les ouvrages de Allan Kardec devant la cathédrale de Barcelone, par exemple, ou à mettre ses livres à l'index, littéralement. Et c'est à ce moment-là que se fait vraiment la séparation définitive entre le courant spirit et les églises d'Europe. Quand vous dites que l'Église profite un petit peu de cette résurgence du spirituel pour notamment lancer sa dévotion des âmes du purgatoire, puis après se rétracte, est-ce qu'elle n'y croit pas, ou est-ce qu'elle y croit, mais elle demande à ses fidèles de ne pas faire de spiritisme ? Je pense qu'elle y croit. L'Église a par définition peur du démon, peur de cette étape extrêmement importante qui est le moment de la mort, où, et on le voit bien sur des gravures dans des traités de Ars Moriendi du XVIe ou XVIIe siècle, en fait lorsque le défunt meurt et que l'âme, cette sorte de petit homoncule, sort par sa bouche, et que le mort a les deux mains jointes allongées sur son lit mortuaire, eh bien on a la famille qui est autour de lui, et puis on a également sur la gauche les diablotins, sur la droite les anges, et l'âme est vraiment disputée entre les uns et les autres. C'est un jeu totalement invisible qui se joue à ce moment-là, que nous les humains nous ne voyons pas, que certains peuvent sentir, paraît-il, et qui est un jeu extrêmement important. C'est vraiment une guerre qui se joue et chaque âme compte. Eh bien, l'Église y croit fondamentalement, et c'est vraiment dans ses dogmes, et elle ne peut pas se permettre d'introduire le doute dans ce dogme-là. Dans mon enquête autour du spiritisme actuel, j'ai rencontré beaucoup de prêtres qui pratiquent le spiritisme aussi, mais qui ne l'avouent pas auprès de leur hiérarchie, et parce que pour eux, c'est aussi une façon
d'interagir avec certains morts, mais surtout dans un contexte très personnel. Voilà, c'est pas les morts qu'ils ont enterrés, les morts de leurs ouailles, si on peut dire. Non, c'est plutôt leur mort à eux, leur mort intime vers lesquels ils se retournent. Et ça ne leur semble pas particulièrement aberrant vis-à-vis de leur pratique, de leur foi et de leur dogme. Alors, on a compris, l'Église catholique essaye un petit peu d'étouffer ces mouvements. Est-ce qu'il y a d'autres églises qui, elles, adhèrent aux méthodes spirites et conseillent à leurs fidèles d'essayer d'échanger avec leurs morts ? Alors pour le coup, quand on va en Islande, les églises islandaises, Reykjavik et toute la région autour, sont beaucoup plus tournées vers le spiritisme. On va assez fréquemment voir des médiums. Je me souviens quand j'étais allé justement à Reykjavik, j'avais interrogé une jeune femme qui sortait de chez le médium et elle me disait, mais voilà, écoutez, moi je suis gardienne dans un musée archéologique, mais je suis aussi fille au père dans mes heures perdues. Et justement, j'emmenais une de ses filles à l'église un jour et je lui dis, assieds-toi sur le banc, regarde, tous les bancs sont libres. Et elle dit, non, je peux pas m'asseoir. Tous les bancs sont pleins, au contraire, il n'y a pas de place pour m'asseoir. Et l'église était pleine de fantômes. Et donc elle a dit, moi cette image-là m'a profondément marqué, et donc elle était obligée d'aller s'interroger sur quels étaient tous ces gens qui étaient en train en fait d'assister à une messe d'esprit, et c'est pour ça qu'il y avait pléthore d'esprits sur les bancs. Et dans ce contexte-là, vraiment en Islande, pour tout et n'importe quoi, on va interroger le médium avant de prendre la route, avant de faire une randonnée, avant de passer un examen, avant de se marier, ou presque avant de faire une interview pour un podcast. Eh bien, on va interroger le médium pour savoir si on doit le faire, comment on doit le faire, est-ce que les esprits sont favorables ou défavorables. Et moi, j'ai fait cette expérience dans une chambre d'hôtel à Reykjavik avec un médium. Mais le résultat était assez étonnant. Voilà. Et il me demandait si j'étais proche de mon grand-père. Je disais oui, j'étais très proche d'un de mes grands-pères en l'occurrence. Et il me dit, écoute, ça tombe bien parce qu'il est là derrière toi. Donc je lui ai dit, écoute, décris-le-moi. Et il m'a décrit un homme qui, pour le coup, n'était pas du tout mon grand-père, mais qui se disait être mon grand-père. Et ça rejoint quelque chose qu'Allan Kardec décrit bien, c'est que de la même façon que les vivants sont menteurs, les esprits aussi sont menteurs. Ils peuvent se présenter sous telle ou telle étiquette. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ? Je me pose pas la question à nouveau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi les Islandais ont cette adhésion complète à cette croyance. Quel est le positionnement social de ce spirit qui m'a fait rencontrer un homme qui se présentait comme étant mon grand-père, etc. Voilà, c'est ce questionnement-là qui m'intéresse. Mais définitivement, n'attendez pas de moi de vous dire si les fantômes existent ou pas. Est-ce que vous pouvez en revanche nous dire si on peut dire que le spiritisme est une religion ? Non, je pense pas que ça soit une religion. C'est une croyance qui a ses dogmes, qui a ses livres, qui n'a pas de clergé en l'occurrence, mais qui a quasiment des livres saints. Non, c'est une crainte pour la religion catholique que le spiritisme devienne quasiment une religion, mais à partir du moment où il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de funérailles spirites, il n'y a pas il y a des rituels qui sont ceux de cette interaction, mais il n'y a pas tous les gestes de la vie quotidienne ne sont pas organisés par des rituels permanents et intangibles. Ça fait pas mal de critères manquants pour ériger en fait le spiritisme comme une véritable religion. Comment vous expliquez que le spiritisme émerge en France notamment dans un contexte très scientiste, très rationaliste ? Parce que justement, ça obéit à une carence et même à une frustration. C'est que la science est partout. Du moins le pense-t-on. On découvre les nouvelles étoiles, on découvre les forces électriques, on découvre la gravité, on étudie le vent et les ondes radio, c'est-à-dire des choses qui ne se voient pas, qui ne s'entendent pas forcément, mais qui sont diagnosticables, si vous permettez ce mot médical, par l'usage d'examens complémentaires, comme un enregistrement, un compteur Gégère ou que sais-je encore. Mais il y a un domaine dans lequel nul ne s'est encore aventuré, c'est la mort. Et ceux qui en ont marre que la science soit partout, vont se réfugier dans ce no man's land qu'est la mort et qu'est également le spiritisme. Donc c'est une sorte d'île sauvage, de terra incognita, de no man's land qui est vraiment un sauvetage pour certains. Et puis pour d'autres aussi, eh bien, c'est une façon de refuser cette mainmise totale de la science sur quasiment tous les domaines à l'époque. Et donc la science, du coup, pendant un long temps,
ne va pas s'intéresser au spiritisme, hein, c'est un échappatoire à la science, et même les premiers spirites vont dire non, on veut pas de photographie, on veut pas d'enregistrement, on veut pas de science chez nous, parce que justement on n'a pas besoin de ça. Nous on est dans l'humain, on est dans les médiums, on est dans des objets du quotidien, un verre, une table de Ouija, c'est-à-dire du bois peint simplement, et ça nous suffit. Et puis, les générations N+1, N+2, donc les suiveurs d'Alan Kardec, mais pas Kardec lui-même, vont dire non, en fait, on est tellement décrié maintenant qu'il faut que la science pénètre chez nous pour prouver que ce qu'on dit est vrai. Et c'est comme ça que la photographie spirit apparaît, les enregistrements sonores, par exemple. Le seul problème, c'est que, malheureusement, c'est la nature humaine, c'est humain trop humain, et dès que la photographie spirit arrive, déjà, la photographie spirit est fondée sur un faux, sur une usurpation, sur une erreur transformée en du vol, littéralement intellectuel, une double exposition sur une plaque photographique, faite par erreur, et le photographe se dit « Oh, là je tiens un truc juteux, je vais l'utiliser pour faire des fausses photographies spirit ». Et les gens y croient, et malheureusement ça a un engouement monstrueux, et ensuite une débandade dramatique. Même chose ensuite pour les enregistrements sonores, et pour quasiment tous les champs disciplinaires des sciences fondamentales qui se sont intéressés au domaine de la spiritualité, si on peut dire, en tout cas du spiritualisme, et qui à chaque fois on fait chou blanc, malheureusement. Est-ce que les psychologues et les psychanalystes ont essayé de comprendre notamment les médiums et ceux qui avaient des pratiques spirites ? Et les psychiatres, hein, c'est le troisième champ disciplinaire, psychologues, psychanalystes et psychiatres se sont intéressés à ces médiums, ces personnes autant masculines que féminines qui avaient cette capacité à entrer en contact, paraît-il, avec les esprits. Oui, ils vont leur trouver des spécificités qui sont tantôt un hypervirilisme ou tantôt une hyperféminité, tantôt une sensibilité accrue ou extrême. C'est assez logique d'imaginer ce trait de caractère. Oui, il va y avoir presque des études scientifiques portées par l'Institut de métapsychique international ou d'autres instituts qui soient nationaux ou internationaux, que ce soit en France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne ou aux États-Unis, donc les grands centres spirites du monde. Et vous voyez qu'on est surtout dans l'ancien continent et dans le nouveau monde, on va dire anglo-saxon. Rien de tout ça n'est transcendant. Quand on examine ces études-là avec un œil moderne de statisticien et de sciences contemporaines, c'est soit l'échantillon est trop faible, 4 ou 5 personnes, soit les traits de caractère sont tellement, on va dire, vastes et peu définis que ça n'a pas grand sens. Il y a certaines personnalités qui sont presque attachantes. Je pense à Eusapia, qui est une spirit du nord de l'Italie, et cette femme qui est d'extraction extrêmement basse, hein, ce qui est presque une paysanne, si on peut dire, mais elle a cette capacité spirit qui va la faire aller dans toutes les cours européennes. Et la chère Eusapia, un jour, se fait prendre par un détecteur de faux. Quelqu'un qui se rend compte qu'en fait elle triche, qu'elle n'a pas les mains liées, qu'elle ne dit pas la vérité. Et là, bien tout le monde va lui trouver une excuse. Ah oui, mais en fait, elle fait toujours bien, elle ne triche jamais, mais aujourd'hui, elle était un peu fatiguée, mais pour montrer quand même la réalité du spiritisme, elle avait décidé de tricher. Et à nouveau, ça jette un discrédit sur cette croyance, en l'occurrence. C'est que même les grands médiums, on ne peut pas les croire. Et pourtant, certains ont essayé. Hein. Pierre et Marie Curie avaient assisté à des séances de spiritisme comme témoins, mais évidemment aussi témoins passionnés. Et on voit que des grands scientifiques, les prix Nobel en l'occurrence, mais ça ne protège pas de la folie. On en a eu un exemple récent. Eh bien, les prix Nobel ne sont pas un gage de sérieux forcément pour le sujet qu'ils étudient. Vous évoquez plusieurs personnalités scientifiques dans vos ouvrages. Bon, vous avez parlé également d'une paysanne, mais on a l'impression parfois que le spiritisme, c'est un petit peu une activité bourgeoise. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors non. Pour le coup, non. Le spiritisme, on le retrouve aux deux extrémités de la pyramide sociale, si on peut dire. Oui, je suis d'accord avec vous, l'élite le pratique, la haute bourgeoisie et même l'empereur ou les rois aiment bien ça parce que c'est une façon pour eux, d'abord un moyen de curiosité, un moyen d'approcher les grands de la même façon, c'est-à-dire leurs homologues. C'est sûr que quand on est un roi d'Angleterre, interroger Alexandre le Grand ou Xerxès ou Darius, oui, ça a quelque chose de pratique, surtout quand on parle pas le perse. Et
voilà, c'est le langage des esprits il y a une communauté de langage qui est assez simple. Quand on est Victor Hugo et qu'on veut finir un écrit de Dante ou interroger Molière, c'est pratique, sauf que en fait les écrits de Molière dictés à Victor Hugo sont vraiment du Victor Hugo en l'occurrence, donc c'est presque lui-même qui s'interroge. Mais bon, l'autre extrémité, en revanche, de la pyramide sociale, c'est-à-dire des bistrotiers, des garçons de café, des mineurs de fond, notamment chez les Ch'tis, dans le nord de la France, eh bien, eux aussi vont pratiquer le spiritisme, mais c'est pour eux un moyen d'extraction sociale. C'est une sorte de bulle de liberté, d'une ouverture de fenêtre, vous voyez, qui survient le soir ou la nuit, quand on a fini de travailler un travail de très dur labeur pendant la journée. Eh bien, c'est un moyen d'ouvrir la fenêtre, voilà, tout simplement. Et donc les deux extrêmes se retrouvent avec parfois des changements drastiques de catégories socio-professionnelles. Je pense à deux peintres, par exemple, qui étaient du nord de la France et qui, par le spiritisme, eh bien, ont fait des peintures qu'on appelle maintenant de l'art naïf, qui sont des peintures spirites et qui sont d'abord extrêmement belles, bien sûr, qu'ils ont vendues, et ils ont même fait plusieurs tours du monde et même un voyage initiatique en Égypte pour essayer de retrouver l'esprit qui avait guidé le pinceau pour un des deux peintres. Oui, c'est assez fascinant, l'art spirit. Il y a un art spirit, comment est-ce que vous le définiriez? Parce que là, on ne peut pas le voir. Alors, c'est un art qui... le pinceau est tenu par un homme qui est un médium, mais donc c'est l'esprit qui peint. Et vous allez retrouver sur ces peintures, qui sont assez souvent des grands formats, des formes architecturales du passé, mélangées à une vision kaléidoscopique, à la fois des formes et des couleurs. Parce que l'esprit ne voit pas comme nous. L'esprit voit à travers le temps, à travers l'espace, et il a quelques formes qui reviennent, qui sont généralement des palais du passé, les palais ou les maisons où vivaient ces esprits il y a plusieurs centaines ou milliers d'années. Donc c'est un voyage dans le temps et dans l'espace, mais aussi un mélange des formes. Et ça donne des créations, bon, si on les regarde de façon fixe pendant plusieurs minutes, on a mal à la tête, mais ça fourmille de détails. Voilà, c'était un kaléidoscope de formes et de couleurs avec un fourmillement de détails et un retour à l'antique. Vous parlez d'école du spiritisme, le cadoïsme, la théophasie. Est-ce que pour communiquer avec les esprits, il faut appartenir à une école? Alors la théosophie, le caodaïsme sont deux courants, pour le premier philosophique et pour le deuxième religieux. Le caodaïsme est une véritable religion. Je suis allé sur le terrain pendant 4 semaines au Vietnam pour enquêter sur le caodaïsme cet été. Il faut en effet appartenir à une école quand on a besoin d'être guidé, quand on a besoin d'être accompagné, quand on a besoin aussi, parce qu'on stresse, parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont ses propres sensations, et pour essayer de se raccorder et du coup d'être rassuré. Le caodaïsme est une religion qui est un mélange entre le spiritisme, le bouddhisme, le catholicisme et l'islam, qui est né chez un administratif, on va dire, du Vietnam à l'époque de la Cochinchine, et on est vraiment dans les années 1920 en l'occurrence, et ça a bien marché, ça a proliféré, et maintenant dans le sud du Vietnam on retrouve énormément de temples caodai. Pour le coup, le spiritisme n'est utilisé que par le haut clergé du caodaïsme. Le bas clergé, ou les adeptes, les fidèles des bas niveaux initiatiques n'y ont pas droit. Et c'est un moyen de compiler, d'augmenter les textes saints et d'interagir avec Kaodai, avec la divinité, l'œil magique, l'œil de Dieu, qui continue encore à donner des compléments sur les textes sacrés, les textes saints. C'est comme si la Bible, on continuait de l'écrire en faisant tourner les tables, et que Yahvé rajoutait des chapitres, des versets, voire même des pages entières. On a parlé de l'âge d'or du spiritisme donc au XIXe siècle. Quand est-ce qu'il s'essouffle ? Alors, le spiritisme s'essouffle après la Première Guerre mondiale, premier essoufflement. Après la Deuxième Guerre mondiale, nouvel essoufflement. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a une crise sanitaire, par exemple, notamment avec le Covid, là, il y a eu un petit rebond, une petite reprise d'activité, parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises morts, dans des mauvaises conditions, pas d'accompagnement du défunt, pas de rituel, et les gens ont du mal à accepter la réalité de la mort. On n'a pas assisté à ces funérailles. J'ai perdu plusieurs membres de ma famille et dans ces circonstances, et j'ai toujours du mal à imaginer la réalité de leur décès. Pour moi, ils sont disparus, mais mettre le mot mort pour eux est difficile. Et j'imagine que ce n'est pas ce cas-là, il est diffus, et on a vu beaucoup de gens, et là c'est vraiment un regard anthropologique, se réfugier dans des sciences
parallèles, voire des pseudosciences, dans des croyances, pour le coup, occultes, et également dans le spiritisme. Et pour essayer d'interagir avec eux, se rassurer sur leur état, savoir s'ils sont vraiment partis, où ils sont, et vérifier que une des principales questions qui était posée, c'est: est-ce que tu ne m'en veux pas? Est-ce que tu ne m'en veux pas de ne pas avoir été là avec toi au moment où tu es mort, de ne pas t'avoir tenu la main, sachant qu'on pouvait pas, dans la première et deuxième vague, être aux côtés de nos mourants puis de nos défunts. Est-ce que tu m'en veux pas que j'ai pas assisté à tes funérailles, etc. Et c'est vraiment des questions qui revenaient assez souvent dans les entretiens que j'ai pu avoir. Doit-on faire l'expérience du spiritisme pour en écrire l'histoire? Non. Alors moi, j'ai pas fait l'expérience de spiritisme, sauf cette rencontre avec un médium à Reykjavik dans une chambre d'hôtel. Mais je pense que c'est toujours bien d'avoir un pied dedans et un pied dehors. Et ça, je peux vous dire que c'est possible quand on a un hémisphère gauche qui est pour les sciences fondamentales et un hémisphère droit pour les sciences humaines. Non, je n'ai pas fait de séance de spiritisme. Ça m'intéresserait maintenant d'en faire, oui. Maintenant que ce livre est écrit, maintenant qu'il sort en livre de poche dans les jours qui nous encadrent, maintenant que j'en sais un petit peu mieux et que j'ai pu interagir aussi avec la communauté des chercheurs et des lecteurs, et des informations supplémentaires sont revenues, oui, ça m'intéresserait de faire une séance de spiritisme avec un Ouija, avec un verre d'eau, avec une table tournante, et d'y assister, mais toujours un pied dedans, un pied dehors, voilà. Quels sont les matériaux alors pour écrire cette histoire du spiritisme? Ce sont les matériaux des rituels? Ce sont les matériaux des rituels, ce sont les photographies qui les accompagnent, photographies tantôt truquées, tantôt photographies de rituels en train de s'accomplir. Ce sont les témoignages des témoins, ce sont des enquêtes de police parfois, ce sont des livres. La littérature spirit est extrêmement prolifique et intéressante. Des enquêtes dans une librairie parisienne qui a fermé maintenant, qui s'appelait la librairie Les Maris, pas très loin de la rue Saint-Jacques. Voilà, ce sont et puis des enquêtes dans les cimetières aussi, dans les archives de l'Institut de métapsychique international. Aller assister à un rituel caodaïste, et même plusieurs, et même pas mal. Aller assister à des conférences de la Société de Théosophie, et puis s'entretenir avec certains des adeptes. Revenir encore dans les cimetières, accompagner des spirites sur le tombeau d'Alan Kardec, ce qui est toujours extrêmement intéressant. Voilà, c'est vraiment un mélange des genres, et je trouve que justement une seule approche n'est pas suffisante. Pour un sujet aussi complexe que celui-là, j'étais content d'avoir plusieurs cartes en main. Alors vous étudiez également les morts célèbres. Les restes des corps humains sont également vos matériaux d'étude, vos objets d'étude. Est-ce que c'est des matériaux d'histoire comme les autres? Ce sont des patients comme les autres. Des patients comme les autres. Moi, je suis médecin avant toute chose, et donc quand je travaille sur des personnages de l'histoire de France, qu'il s'agisse de cheveux ou d'ongles de Picasso, qu'il s'agisse de la mâchoire de Hitler ou du cœur embaumé de Richard Cœur de Lion, ce sont des patients à part entière qu'on aime ou qu'on déteste, bien évidemment, mais comme tous les patients dont on a la charge, on n'est pas obligé de les aimer tous. Mais on doit systématiquement s'en occuper. Et c'est vrai que c'est une confrontation assez originale avec ces petits fragments d'histoire de France, ou d'histoire d'Europe, ou de l'humanité. On les voit... J'ai coutume de dire que c'est l'histoire par le bout du scalpel. Voilà. Et on écrit l'histoire dans les livres, dans les bibliothèques, sur les fouilles archéologiques, avec des archives qu'elles soient écrites, sonores ou visuelles, ou on peut même en imaginer encore d'autres qui peuvent être des témoignages, des souvenirs. Mais oui, je trouve que les cadavres mentent moins. Voilà, c'est plus difficile de faire mentir un cadavre, mais il faut travailler non pas seul, mais en équipe pour s'auto-corriger et s'entre-corriger. Mais il faudrait rajouter, oui, les archives squelettiques ou cadavériques, qui sont un véritable champ disciplinaire de l'histoire. Néanmoins, quand on travaille dessus, on travaille toujours et systématiquement avec des historiens, ouvrez les guillemets, purs et durs, ou des historiens de l'art également, ou des archivistes paléographes, parce que moi je ne suis pas un historien tout court. Moi, je suis historien des maladies, historien des sciences peut-être, mais je ne suis pas historien tout court. Donc, quand je travaille sur les chœurs de Louis XIII et Louis XIV, comme en ce moment, eh bien, j'ai absolument besoin d'avoir des historiens de Louis XIII et Louis XIV qui connaissent les rituels, qui connaissent l'état de santé de cet individu, et qui connaissent aussi sa vie et tout son environnement politique, environnement au sens géographique. Voilà. Et c'est cette confrontation des données et des sources et des résultats
immédiat de la recherche qui nous permet de progresser. Votre parcours témoigne bien que pour trouver une vérité dans le passé ou même dans le présent, on a vraiment besoin de la complémentarité des différentes sciences. Sans interdisciplinarité, on va dans le mur. C'est vraiment mon sentiment dès le départ, depuis le tout début de mes études. Je me rends compte que travailler dans un seul et unique champ disciplinaire, c'est dangereux. Et d'ailleurs, je suis évidemment pas le seul à le penser, bien entendu. Et on voit bien tous les chercheurs, qu'ils soient historiens, qu'ils soient géographes, qu'ils soient archéologues ou pour prendre quelques sciences humaines ou même anthropologues, de plus en plus diversifient à la fois les sources et les pratiques. Et c'est le meilleur moyen, je pense, d'approcher la vérité. Approcher seulement. Vous êtes directeur du département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité et puis également le Quai Branly pour ceux qui ne le connaissent pas? Le musée du Quai Branly Jacques Chirac, pour son nom complet, est un musée qui présente les productions artistiques et anthropologiques des populations extra-européennes. Donc on est vraiment dans un patrimoine mondial et un patrimoine qui est autant matériel que immatériel. Il donne à voir et à se rencontrer des cultures du monde entier, y compris la culture européenne lorsqu'elle est face à face avec ces autres cultures ou qu'elle doit en rendre témoignage, par exemple à travers les arts ou à travers des missions archéologiques ou anthropologiques. Et donc ma fonction au musée est de diriger à la fois les activités de recherche, accueillir des boursiers, accueillir des professeurs invités, distribuer également des bourses de terrain et de recherche, mener les recherches scientifiques sur les collections en lien avec le département du patrimoine et des collections, également mettre en place des fouilles archéologiques et des missions anthropologiques, notamment j'en dirige 3 personnellement, une en Haïti sur les cimetières vaudous, une au Cameroun sur ce qu'on appelle la route des chefferies et des études d'archéologie sur un site palatial qui est le palais de Bapa, et une mission au Bénin pour les fouilles des palais d'Abomey, des rois Glélé, Guézo et la cour des Amazones. Et puis également d'autres missions un peu partout dans le monde portées par nos boursiers et également par les membres du musée. Et puis l'enseignement, c'est plus de 1500 heures de cours dans le musée, proposés à des grandes écoles ou à des universités partenaires. Le but de donner des cours dans un musée, c'est évidemment d'être directement confronté ensuite, soit aux conservateurs qui viennent parler des objets ou des collections, soit aux objets eux-mêmes. Donc on commence le cours dans une salle de cours et on le finit sur le plateau des collections, face aux œuvres, voire dans les réserves, une salle spécialement dédiée, où on sort un ou plusieurs objets, et là, le cours continue à partir d'objets qui, normalement, ne sont pas visibles des visiteurs, mais qui deviennent visibles des étudiants. Là encore, l'importance de l'archive, d'aller aux sources. Sans les archives, un objet sans archives est un objet perdu. On a un énorme travail en ce moment autour du parcours des collections, autour du parcours des objets, des recherches sur les provenances, que ce soit des collections nord-américaines, dites anciennement collections royales de Versailles, que ce soit sur des objets d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique du Sud. Il nous faut vraiment mieux connaître les conditions d'acquisition de ces objets dès le départ, conditions de transport également. Comment sont-ils arrivés là? C'est la question principale, et ça peut amener à des restitutions au pays d'origine, par exemple le tambour ébrié qui va bientôt être restitué à la Côte d'Ivoire. Parce que après vous avoir écouté, on se rend bien compte que tous ces objets, ils ont une grande part de sacré. Beaucoup des objets du musée du Quai Branly sont des objets sacrés, parce que beaucoup d'objets dans les populations extra-européennes, derrière une façade d'objets usuels, revêtent par derrière, un caractère sacré, rituel. Et l'inerte est rare dans les populations extra-européennes. Rien que vous voyez, le micro dans lequel je suis en train de vous parler, non seulement il porte l'odeur de la précédente personne que vous avez interrogée dessus, il sent ce mélange de caramel et de cacahuètes, et donc dans le vaudou ou dans d'autres religions extra-européennes, on pourrait dire que il s'est chargé tout simplement, non seulement de l'haleine de la personne qui était avant moi, mais aussi d'une petite partie physique de cette personne. Donc c'est un objet qui n'est pas inerte. Et maintenant, je vais rajouter, je pense plutôt une odeur de café en ce qui me concerne, et il va également être chargé par les postillons que je vais mettre, par mon souffle, par ma chaleur, il va être chargé également d'une petite partie de moi-même. Rien n'est inerte en fait. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend dans le vaudou et dans d'autres religions traditionnelles, c'est que ce qui nous semble inerte en fait est chargé pour un initié.
Et il faut avoir ce spectre-là. Et vous voyez la robe des Gungun qui est derrière vous, elle est certes désacralisée, mais en fait, elle est peut-être aussi un tout petit peu encore chargée de cette partie immatérielle d'un esprit. Il suffirait d'un claquement de doigts pour qu'elle s'anime. Vous préparez une exposition sur les zombies qui sortira, qui sera présentée au public en 2025 ? Oui, je suis commissaire d'une exposition intitulée Zombies, la mort n'est pas une fin, qui sera au musée du Quai Branly Jacques Chirac en 2025. L'idée est de montrer, toujours dans cette suite qui m'intéresse beaucoup, je travaillais sur les vampires, je travaillais sur les fantômes, sur les revenants, sur les esprits, sur les zombies. Et bien là, dans cette exposition sur les zombies, on veut montrer cette façon de refuser la mort dans certaines civilisations, le vaudou haïtien en l'occurrence. Et puis on va faire quelques incursions autour de la mondialisation du phénomène des zombies, un peu sur un modèle qui était celui de Enfer et fantômes d'Asie, une autre exposition présentée au musée du Quai Branly et qui était plus pour l'Est. Et bien là, on va aller dans le monde afro-caribéen, s'intéresser à ces non-morts, tout simplement, qui disent beaucoup sur notre façon de percevoir notre propre fin, qui, justement, n'est pas forcément une fin. Mais c'est la fin néanmoins de notre entretien. Merci Philippe Charlier. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions sur le spiritisme et d'avoir partagé votre parcours avec nos auditeurs. Je vous rappelle que vous êtes l'auteur de très nombreux livres. Pour n'en citer qu'un, Autopsie des fantômes, une histoire du surnaturel, qui est sorti aux éditions Talendier. Je vous invite, chers amis, bien entendu, à vous procurer le dernier numéro du magazine Histoire et Civilisation, Paranormal, la face cachée du 19e siècle. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel entretien de nos cours d'histoire.